Je suis curieuse, très curieuse. C'est quelque chose qu'il faut absolument savoir sur moi. Et tout particulièrement quand mon père me dit « Ne va pas dans ce hangar, c'est dangereux ». Mon esprit tergiversant me dit « Il ne t'a pas interdit de t'y rendre si t'y perds ton ballon ». Quand ma balle a été déjouée de sa trajectoire vers ce hangar, je me suis servi de cette excuse pour rentrer. Il fait noir, froid, humide et ça sent la poussière. Des sacs de plâtre et des vieux vélos jonchent le sol. Je sors une lampe de poche et observe à ma guise les objets qui m'entourent. De part et d'autre de moi, je remarque de nombreuses planches de bois, empilées à la hâte. Des anciennes décorations de Noël et d'Halloween. Je suis un peu étonnée, on ne fête pas Halloween. Je tourne sur moi-même et vois des instruments de jardinage rouillés, un vieux four à pain en briques incorporé dans le mur et une tondeuse à gazon qui a peut-être appartenu à Jésus, vu la rouille sur la carrosserie. Dans un coin qui sent très fort le gasoil, je trouve une fenêtre, tellement poussiéreuse qu'elle ne laisse pas passer la lumière, ou si peu. Mais le plus surprenant, c'est le plafond. Il est constitué de planches de bois et d'un gros trou au centre, bouché par des morceaux de tôle métallique rouillés. Je suis persuadée que je pourrais attraper le tétanos juste en les regardant. Et des serviettes de plage en bois. Il y a sûrement un moyen de me rendre là-haut. Je le trouve. Un escalier en bois. Tombant en ruine, poussiéreux, m'attend. Je pose le pied sur la première marche, puis sur la deuxième. La troisième se brise sous mon poids et manque de me faire tomber. J'arrive en haut, sans plus de difficulté, et vois devant moi une sorte de grenier morbide. Un paravent de bois m'en cache la moitié par la largeur. Le côté qui m'est caché ne contient qu'un nombre impressionnant de diverses planches de bois. L'autre côté est superficiellement éclairé par une fenêtre de la même envergure que celle du dessous. La seule différence avec celle du dessous est qu'elle éclaire un peu plus. Je vois donc le trou bouché, et juste devant, un fauteuil de cuir, rongé par les mites, sur lequel gît un gros carton à moitié déchiré par les années. Une table est au loin. Sur ses linteaux et ses vieilles planches apparentes, des instruments de musique, des trompettes principalement, gisent. Juste à côté de la table, un engin en bois dont l'utilité première est d'aiguiser les couteaux se tient là. Un plan de travail, juste à côté de la fenêtre, soutient une cage de métal vide qui a dû contenir un perroquet ou un petit canari jaune remplissant souvent les vieilles maisons de leurs joyeux piaillements. Je me concentre vers la boîte en carton. Elle est remplie de trésors, lettres, colis pas encore ouverts, magazines, photos. Je le déplace vers la table et une fois là, les bords se déchirent et le contenu de cette boîte se déverse par terre en provoquant des bruits multiples. Je manque de peu de lâcher un cri en réalisant que mon père travaille dans le jardin avec ma mère juste à côté. Il a sûrement entendu et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne décide de vérifier par lui-même ce qui avait provoqué ces bruits. Plus rapidement que prévu visiblement, j'entends quelqu'un rentrer dans le hangar avec une allure plutôt mécontente. Je dois me cacher et je choisis derrière le paravent dissimulant la majeure partie de la pièce, ne contenant que des quantités incroyables de bois. Mais avant, je veux être sûre de garder quelque chose de cette escapade. J'attrape donc un vieux colis, brun, sentant le moisi, non ouvert, entouré d'une ficelle en nœud à double boucle. Je le cache rapidement, en tentant de trouver une position assez confortable pour ne plus avoir besoin de bouger si j'ai une planche dans le dos. Mon père traverse le hangar en dessous de moi et se dirige d'un pas assuré vers le vieux et mystérieux grenier où je me suis cachée. Je fais tomber le paquet dans le fond de mon sac à dos et le serre contre moi sur mon ventre. Mon père s'approche de la table où les milliers de trésors quelques secondes plus tôt sont tombés de part et d'autre de celle-ci. Pas un mot, pas un bruit. Le silence. Et je ne vois rien d'où je suis. Peut-être m'a-t-il déjà trouvé et s'amuse-t-il à me faire peur. Il veut sans doute me faire la leçon, il aime me faire la leçon. Tous parents font cela aux pauvres enfants de 8 ans, ou même plus. Même ma grande sœur s'en plaint. Son pas se rapproche encore plus de moi, sans pour autant se presser, comme un tueur jouant psychologie avec sa proie. Je recule vers le fond et décide d'un commun accord avec moi-même de me cacher sous une vieille couverture. Il décale le rideau de bois d'un coup en lâchant un cri qui manqua de peu de me faire sursauter, mais je me retiens. Je ne vois pas ce qu'il fait, mais je devine qu'il cherche. J'espère juste que ce n'est pas moi qu'il cherche. Dans tous les cas, s'il voulait me trouver, il devrait parcourir 3 mètres sur des planches qui manquent sans arrêt de glisser. J'arrête presque de respirer, ferme les yeux, me fais toute petite et tente de créer l'atmosphère la plus silencieuse du monde. Mon père ne dit rien, et je prierai pour qu'il me dise quelque chose, ou qu'il parte. Pars, je t'en prie, me dis-je. Est-ce que tu as planté les choux, chérie, ou je dois le faire ? L'appelle ma mère. Non, tonna-t-il, je m'en occupe. Je l'entends descendre les escaliers d'un coup et traverser le hangar d'une traite, ne s'arrêtant qu'une fois dehors. Je
Je l'entends, d'après le bruit de ses chaussures sur le sol. Je ne me lève pas tout de suite. J'ai trop peur que ce soit encore une tactique de sa part pour pouvoir me choper la main dans le sac. Mais je finis par me rendre à l'évidence au bout de bien 15 minutes. Je sors enfin de derrière le paravent et respire et entreprends de trouver une autre sortie pour éviter que mon père ou ma mère ou quiconque de ma famille ne me voie sortir de ce lieu interdit, mystérieux et pourtant si attrayant. Une planche à moitié disloquée fera l'affaire si je réussis à la déplacer. Je pourrai ainsi sortir par derrière sans que personne ne puisse me voir. Je prends un marteau plein de poussière et déplace la planche en tâchant de faire le moins de bruit possible. Et c'est seulement au bout de 5 longues minutes que la planche a finalement accepté de me céder un petit passage. Et je suis enfin dehors, à l'air libre, le regard hagard, perdu, les vêtements couverts de poussière et mes cheveux roux complètement décoiffés. Et je n'ose pas parler de mon mal de tête, de mes mains sales, couvertes des marques dues à leur récent combat contre la planche rebelle. Je dois impérativement me débarbouiller avant que mes parents ne se rendent compte de ce qui s'est passé. Je cours sur la route pour retrouver le petit ruisseau et me laver rapidement. Et une fois sur place, je laisse tomber mon sac par terre et prends de l'eau dans mes mains glacées et m'en passe sur le visage. Je connais ce rituel, me dit-on. Je sursaute, et cette fois ne peut empêcher un cri de quitter ma bouche. Mon grand-père, Léo, me regarde d'un sourire à la fois compatissant et remontrant. Je me redresse et récupère mon sac. Grand-père, je suis tombée dans le garage à bois en aidant papa. Et c'est à ce moment-là que tu as fait tomber ton ballon sur ma tête quand je passais sur le chemin juste en dessous du hangar ? Il exhibe fièrement le fameux ballon blanc et rouge sous mes yeux, des yeux que je baisse honteusement. Il rigole doucement et me le rend. Je ne dirai rien à ton père si c'est vraiment ce que tu crains. Je tiens juste à te mettre en garde. Ce que tu as vu là-haut a détruit plus d'une vie pour qui ne sait pas s'en servir. Car un paquet que l'on n'ouvre jamais hante une vie. Il baisse des yeux inquisiteurs vers moi et, soulevant un sourcil, me demande « Est-ce que tu as quelque chose à me dire ?» « De quoi tu parles ?» lui répondais-je. Je n'ai rien trouvé, non, rien. Il ébouriffe mes cheveux et me laisse seule. Un ballon dans les mains, un secret dans mon sac, des questions sans réponse et un profond sentiment de culpabilité. Nous sommes partis de chez grand-père le lendemain. Il ne m'a rien dit, n'a pas abordé une seule fois la conversation que nous avons eue ensemble. On aurait dit qu'il avait tout oublié. Mais avant que je ne parte, il m'a murmuré à l'oreille « Un paquet fermé ne l'est jamais par hasard ». Je suis partie avec mes parents et mes frères et sœurs. Mais je regarde d'un coin de l'œil mon sac en me demandant si j'avais bien fait de le prendre avec moi, ce foutu paquet. Chez moi, quand on a un paquet qui vient à la poste, pour qui que ce soit, il sera ouvert dans les minutes qui suivent. Un colis fermé depuis plus de 50 ans, ça n'a aucun sens. J'ai donc décidé de ne jamais l'ouvrir. Une fois dans ma chambre, je vais l'enfermer à double tour dans un tiroir de mon bureau, avec la ferme intention de ne jamais tenter de l'ouvrir. Je me promets de ne jamais entrouvrir les pans de papier grisonnants de ce paquet.